Oui, les Iraniens se préparent donc au pire. Ils se préparent à une agression. Mais la différence, c'est que l'Iran est très puissant. Cela fait 2 décennies qu'ils se préparent. Ils disposent de bases souterraines à travers tout le pays. Et surtout, ces derniers mois, les Iraniens ont modernisé leurs missiles, leurs drones, leurs capacités antiaériennes et antimissiles, afin que, le moment venu, ou si le moment vient, replace the THAAS et Stas Roith. Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec le professeur Seyed Mohammad Marandi, professeur de littérature anglaise et d'orientalisme à l'Université de Téhéran, conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire, ou ancien conseiller de celle-ci, et commentateur prolifique sur YouTube et d'autres plateformes. Le professeur Marandi propose toujours des points de vue iraniens importants, ainsi qu'une analyse réaliste. Donc je suis très heureux qu'il ait accepté de venir en ligne. Professeur Marandi, bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est un honneur. Eh bien, c'est un plaisir de vous parler, car vous avez une expérience directe de ce que ça signifie d'être impliqué dans les discussions, les négociations avec les États-Unis. Même si j'ai bien compris, vous l'avez fait lors des négociations précédentes. Pouvez-vous peut-être nous donner, tout d'abord, une mise à jour sur ce qui se passe en ce moment, en ce 6 mai 2025, dans ces négociations? Donald Trump a donné un délai de 2 mois pour parvenir à un accord, une entente. Mais à ce stade, après que Trump lui-même ait quitté le JCPOA, à quoi pouvons-nous nous attendre ou qu'attend l'Iran de ces négociations? C'est une bonne question. J'ai été conseiller média lors des négociations nucléaires de 2015 qui ont abouti au JCPOA. Et il y a 3 ans, lorsque les discussions ont repris, j'ai également été conseiller média à ces 2 occasions. J'étais à Vienne pendant la période des négociations. Le mécanisme aujourd'hui est un peu différent. Ils n'interagissent pas avec les médias et je ne suis bien sûr pas du tout impliqué dans le fond des négociations. Ce que je peux dire en réponse à votre question, c'est que l'Iran a une très mauvaise histoire avec les États-Unis, avec ou sans Trump. L'accord nucléaire qui a été signé, le JCPOA, était un accord dans lequel les Iraniens se sont immédiatement engagés à respecter leurs obligations, alors qu'Obama ne l'a jamais fait. Il a violé l'accord dès le premier jour, tant l'esprit que la lettre de l'accord ont été bafoués par les États-Unis. Par exemple, la Banque centrale iranienne n'a jamais pu effectuer la moindre transaction internationale pendant le mandat d'Obama, après la signature de l'accord. Parmi d'autres choses, parmi d'autres violations de l'accord, l'élargissement du régime de sanctions s'est poursuivi sous Obama. Et puis, lorsque Trump est arrivé, bien sûr, il a finalement déchiré l'accord. Donc, l'Iran n'a pas un bon passé avec les États-Unis. Et il ne s'agit pas seulement de l'accord nucléaire. Littéralement, sur chaque question pour laquelle les Iraniens et les Américains ont négocié et trouvé un accord au cours des 40 dernières années, dans chaque cas, les États-Unis ont violé leur part du marché. C'est simplement ainsi qu'ils fonctionnent. Et donc, à l'heure où nous parlons, les 2 parties tiennent des discussions indirectes à la demande des Iraniens. Sous Biden, les discussions entre les Iraniens et les Américains étaient indirectes, et ils insistent pour que ce modèle se poursuive, à moins que les États-Unis ne changent de comportement. À moins que nous constations de réels changements dans la manière dont les Américains traitent les Iraniens, cela restera indirect. Si à un moment donné, les Américains font preuve de bonne volonté et montrent qu'ils cherchent à opérer un changement significatif dans la relation, alors les choses pourraient évoluer.
Mais, jusqu'à présent, nous n'en voyons aucun signe. Maintenant, Trump a tenu de nombreux discours différents selon les interlocuteurs, tout comme les personnes qui l'entourent. Et cela provoque beaucoup de confusion, car l'Iran ne va pas négocier ses alliés. Il ne va pas négocier ses capacités de défense et d'attaque. Ces capacités conventionnelles concernent les Iraniens et non les Américains. Ce n'est pas à eux de faire des commentaires ou de prendre des décisions sur ces questions. Les Iraniens ne négocieront que le programme nucléaire, et ce qu'ils négocieront se fera dans le cadre du droit international. En d'autres termes, l'Iran ne négociera pas sa souveraineté ni son droit à un programme nucléaire pacifique, ce qui inclut l'enrichissement de l'uranium. Ainsi, si les États-Unis veulent avoir des garanties que l'Iran ne développe pas d'armes nucléaires, c'est possible. C'est justement à cela que sert l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est l'une de ses responsabilités. Donc c'est un problème qui peut être résolu. Mais bien sûr, le problème, c'est que nous ne savons pas exactement ce que recherchent les Américains, car cela change parfois chaque jour. Parfois, au cours d'une seule interview, la dernière interview de Trump, nous l'avons vu dire presque deux choses en même temps. D'un côté, il disait que l'Iran ne devrait pas avoir de programme nucléaire. Cela n'arrivera pas. D'un autre côté, il disait « Je peux écouter l'argument concernant le programme nucléaire de l'Iran ou son cycle d'enrichissement. » Je n'ai pas vu l'interview, donc je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu'il a dit. Mais le fait est qu'il dit des choses différentes à des moments différents, et les personnes autour de lui ont également tenu des propos contradictoires. Et ce n'est pas seulement l'Iran, c'est aussi la Russie. Il avait promis de mettre fin à la guerre en un jour, et maintenant sa période de lune de miel de 100 jours est passée. Et il semble que les États-Unis aillent en réalité dans la direction opposée. Ils fournissent désormais de nouvelles armes à l'Ukraine sous Trump, et il semble que cette guerre va se poursuivre dans les mois à venir, d'après ce que nous observons. Mais pendant cette période de 100 jours, nous avons vu toutes sortes de choses différentes. Kellogg dit une chose, d'autres disent quelque chose de complètement différent. On dirait que Kellogg est le porte-parole de l'équipe Biden. Alors que nous entendions des propos plus raisonnables de la part d'autres personnes dans l'entourage de Trump, y compris Witkoff. Mais malgré tout, il n'y a pas eu de percée. Et maintenant, il semble, comme je l'ai dit, que les choses évoluent à nouveau dans la mauvaise direction. Les Iraniens observent donc le comportement des Américains en Ukraine. Cela ne donne pas une bonne impression. L'Iran a vu ce que les Américains ont fait à Gaza. Encore une fois, avec Witkoff, on nous a dit qu'il avait passé un savon et qu'il avait demandé à Netanyahou de venir un samedi dans son bureau pour mettre fin à ce génocide. Nous avons eu un cessez-le-feu. Nous avons vu un cessez-le-feu. Puis peu de temps après, Trump a commencé à parler de nettoyage ethnique, d'expulsion des Palestiniens de leurs terres et de leur prise de contrôle. C'est une chose très sinistre à dire, mais c'est ce qu'il disait. Mais ça n'était pas seulement sinistre, c'était aussi contraire à l'accord qu'il avait négocié. Witkoff a négocié un accord, et Trump a été la première personne à littéralement rejeter cet accord. Et puis bien sûr, il a donné le feu vert à Netanyahou pour relancer le génocide. Avant cela, Netanyahou avait commencé le siège par la famine, qui se poursuit à l'heure actuelle, et des gens commencent à mourir de faim. Donc son homme a proposé l'accord, il a été accepté, il a été mis en œuvre, puis il l'a déchiré. Littéralement. Trump lui-même l'a déchiré. Nous avons donc un cas où Trump était à l'origine de l'accord. Il l'a déchiré à Gaza. Puis un autre cas où il a promis un accord. Il a promis de mettre fin à la guerre. Et il ne l'a pas fait. Et maintenant, il semble revenir aux politiques de Biden.
Alors, quand on regarde cela, quand on regarde l'Ukraine, puis qu'on met Gaza à côté, et le génocide à Gaza, c'est vraiment incroyable. 19 mois de génocide sous les yeux du monde entier. Et il continue sans honte, et les médias occidentaux gardent le silence, et les élites occidentales détournent tout le regard. Mais en tout cas, quand on examine ces deux cas, et qu'on constate les incohérences dans ce que Trump et ceux qui l'entourent disent à propos de l'accord nucléaire iranien, il nous est impossible de savoir où tout cela va mener au final. Et même si nous parvenons à un accord avec Trump, disons qu'il y a une sorte de percée, Witkoff arrive. Il accepte la réalité. Ils ont conclu un accord. Il est évident que ce ne sera pas le JCPOA, car les avancées nucléaires de l'Iran, son programme nucléaire pacifique, ont progressé de manière remarquable depuis cette époque. Tout accord devra reconnaître les avancées technologiques de l'Iran, car les États-Unis ont imposé des sanctions pendant toutes ces années. Ils ne vont pas offrir de compensation à l'Iran, donc ils devront reconnaître les acquis nucléaires de l'Iran. Mais supposons qu'ils y parviennent, et que Witkoff accepte cela, que les États-Unis acceptent un accord raisonnable. Qu'est-ce qui garantit, ou qui peut garantir, que le lendemain matin, Trump ne publiera pas soudainement quelque chose sur Truth Social qui annule tout l'accord? Une semaine plus tard, un mois plus tard, 2 mois plus tard, s'il dit soudainement « Je n'accepte pas cet accord. Les Iraniens sont des gens terribles. Ce sont des menteurs. Ils font ceci. » Il peut inventer n'importe quoi, car il invente des choses tout le temps. Qui peut dire donc qu'un accord signé va durer? C'est le problème auquel les Iraniens doivent faire face. C'est pourquoi des hauts responsables iraniens disent que le gouvernement, l'administration et la société doivent continuer à fonctionner normalement pendant que les négociations ont lieu. Car nous n'avons aucune idée de ce que les Américains vont faire. Je ne pense pas que les Américains eux-mêmes sachent ce qu'ils vont faire. C'est une situation horrible, car il ne s'agit pas seulement d'une perte totale de confiance, mais aussi d'une perte de crédibilité envers tout ce qui vient de l'autre camp. Et vous savez, avec la Russie, on pouvait au moins dire qu'on les voyait essayer et qu'on voyait les États-Unis tenter de changer de cap. Je veux dire, il est difficile de dire que l'envoi de Witkoff n'était pas au moins destiné, d'une certaine manière, à ce que les Russes comprennent que d'accord, très bien, on va essayer. Mais avec l'Iran, c'est une toute autre histoire, n'est-ce pas? C'est autoritaire, c'est imposé, et c'est un ultimatum de 60 jours sinon rien. C'est un état d'esprit et un cadre complètement différent. Et bien sûr, on voit l'influence d'Israël, qui essaie, non seulement, et juste en passant, les médias occidentaux ne détournent pas seulement le regard du génocide. Cela légitime et excuse le génocide. C'est même pire que cela. Mais laissons cela de côté. En ce qui concerne l'Iran, nous avons une dynamique très similaire, où tout le monde accuse l'Iran de rompre les accords, alors que le JCPOA a clairement été annulé par les États-Unis. Ensuite, Mike Pompeo a même eu l'audace d'exiger que l'Iran continue de le respecter, parce qu'il est toujours valable avec les Français, les Allemands et les autres. Ce niveau d'audace perdure encore aujourd'hui. Ma question est donc la suivante. Comment la direction iranienne gère-t-elle cela? Nous savons qu'il existe des factions en Iran qui ont des idées différentes sur la direction à prendre. Quelle est l'approche interne actuellement qui semble gérable? Oui, il existe différents partis politiques. Il y a différentes tendances politiques. Les élites ont des opinions divergentes sur la direction à prendre à partir d'ici. Pour être très franc, la diversité d'opinions que l'on observe en Iran, aussi bien en ligne qu'hors ligne, est bien plus grande qu'en Occident. Et cela, bien sûr, est ironique. Mais vous avez raison. Lorsque vous dites « tout le monde », bien sûr, vous parlez de l'Occident. L'Occident dit toujours que l'Iran est la partie qui viole les accords.
Mais c'est toujours l'Iran qui a respecté ses engagements. Et c'est toujours l'Occident qui viole ses accords. Mais les médias occidentaux, tout comme eux, comme vous l'avez justement souligné, justifient et excusent le génocide, vont essentiellement couvrir les États-Unis et les gouvernements occidentaux. Même s'ils détestent Trump, ils continueront à les couvrir lorsqu'il s'agit de l'Iran, de la Russie, de la Chine ou de tout autre pays avec lequel les États-Unis ou les États et régimes occidentaux sont en conflit. Mais j'irai même plus loin. C'est encore pire que cela. En ce qui concerne la Russie, s'il a vraiment essayé, comme vous le dites, alors c'est un président faible. Il est donc incapable. Trump aurait pu mettre fin à la guerre en Ukraine dès son arrivée au pouvoir. Il aurait pu simplement dire, vous savez, que c'est la guerre de Biden, comme il ne cesse de le répéter, même si c'est absurde. Il a été président pendant 4 ans et il a aidé l'Ukraine, renforcé l'armée ukrainienne. Il a fait bien plus pour pousser à cette confrontation qu'Obama. Il a fourni des armes. Il a augmenté la taille de l'armée ukrainienne. Je crois qu'elle a été multipliée par 4, 5, 6 pendant son mandat. Il a donné des armes anti-chars, alors qu'Obama ne l'a pas fait. Donc ce n'est pas comme si c'était uniquement la guerre de Biden. Mais admettons que ce soit la guerre de Biden. Mais que ce soit le cas ou non, il dirait que c'est la guerre de Biden. Maintenant, je ne vais pas la continuer et je vais y mettre fin. Cela aurait été terminé. Et il avait de l'élan, il avait un mandat, et il aurait pu le faire. Mais il ne l'a pas fait. Et maintenant, cela va devenir de plus en plus difficile pour lui de le faire, si c'est vraiment ce qu'il voulait, parce qu'il a perdu cet élan. Le mécontentement est en hausse, l'économie ne va pas bien, et une chose dont je n'ai pas parlé, ce sont les guerres commerciales. Les guerres commerciales elles-mêmes, les tarifs douaniers, il n'a cessé de changer d'avis là-dessus, le Mans et ses collaborateurs aussi. Comme avec l'Iran, comme avec la Russie, comme avec tout le reste, il change constamment de position. C'est un autre exemple, et il a été contraint de reculer sur certaines questions liées à la guerre commerciale. Mais dans tous les cas, pour revenir à l'Ukraine, il avait le mandat. Les gens savaient ce qu'il disait avant l'élection, mais il a choisi de ne pas franchir cette étape. Donc si nous devons prendre sa parole au sérieux, alors il a été faible. Il n'a pas été capable de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la guerre. Les Russes ont présenté des exigences. Il aurait pu les accepter. Il aurait pu y mettre fin. Et maintenant, il va y avoir encore plus de sang versé parce qu'il a temporisé. Et il a choisi Kellogg, qui ne fait que parler. Nous savons tous que ce qu'il dit est inacceptable pour les Russes, et les Russes ont l'avantage. Donc c'est assez grave. Mais les Iraniens, ils vont continuer comme d'habitude. Les Iraniens ne vont pas se laisser intimider par les États-Unis. L'armée iranienne se prépare à un conflit potentiel. Les États-Unis ne peuvent pas entrer en guerre contre l'Iran. Si l'on parle de guerre, cela signifierait que les Américains devraient déployer 1,5 million de soldats, ce qui leur coûterait une somme d'argent inimaginable. Et où vont-ils les installer? En Irak? Eh bien, les Irakiens ne l'accepteront pas. En Arabie Saoudite? L'Arabie Saoudite ne l'acceptera pas. Les Américains n'ont plus ce genre de moyens pour déployer de tels effectifs. Donc, il ne s'agit pas d'une guerre. Les États-Unis ne peuvent tout simplement pas envahir l'Iran. Si l'on parle de frappe aérienne, d'où les Américains vont-ils attaquer l'Iran? Du Qatar? Le Qatar est un régime fidèle aux Américains. Ils aident les Américains à bombarder le Yémen en ce moment même. Ils contribuent au meurtre des Yéménites de la résistance au Yémen qui soutient le peuple de Gaza. Mais s'ils attaquent l'Iran depuis le Qatar, ce serait la fin. Vous savez, les Iraniens les puniraient. Ils seraient complices. Donc le Qatar, les Émirats, tous ces petits États de la région du Golfe Persique, ils ne vont pas permettre aux Américains d'utiliser leur espace aérien.
Bien sûr, même s'ils ne le permettent pas, les Iraniens, dans leur riposte, frapperont les Américains, qu'il s'agisse d'intérêts militaires ou autres, où qu'ils veuillent dans la région du Golfe Persique. Mais malgré tout, ils ne vont pas permettre aux Américains d'utiliser leurs bases aériennes. Donc, tout ce que les Américains peuvent faire, c'est utiliser Diego Garcia, en supposant que la Turquie ne fasse rien d'insensé non plus. Ou l'Irak. Bien sûr, la population irakienne envahirait l'ambassade américaine et ses bases si les États-Unis utilisaient l'espace aérien irakien. Donc, si les Américains veulent frapper l'Iran, cela viendrait très probablement de Diego Garcia. C'est un vol de 5000 km jusqu'au centre de l'Iran. Et ces B-52 et B-2 seraient extrêmement vulnérables. Ils devraient être accompagnés d'avions provenant de porte-avions, je suppose. Ce serait très coûteux, très risqué. Et la riposte iranienne serait très facile. Les Iraniens disposent de centaines de bases souterraines. Ils pourraient lancer des drones et des missiles contre des intérêts américains partout dans la région. Et il ne s'agirait pas seulement d'actifs militaires. Ce serait toute forme d'intérêt américain dans la région. Quelle que soit la définition des Iraniens, ils pourraient frapper. Donc une frappe contre l'Iran serait très coûteuse pour les Américains. Mais les Iraniens se préparent à ce jour. Et bien sûr, il y a la possibilité que les Israéliens attaquent. S'ils veulent attaquer, ils devront avoir le soutien des Américains. Les Iraniens réagiraient également à cela. Pour l'instant, les Iraniens se préparent au pire, mais ils continueront à négocier pour deux raisons. La première, c'est que si les Américains sont prêts à être raisonnables à la table des négociations et qu'un accord est trouvé, cela leur convient. Le deuxième point est que les Iraniens veulent montrer à la communauté internationale que s'il y a un problème, ce n'est pas de leur fait. Ils sont prêts à négocier. Mais si les Américains, vous savez, s'ils se montrent déraisonnables, les Iraniens veulent que le Sud global, la majorité mondiale, l'opinion publique à travers le monde, constate que ce ne sont pas les Iraniens qui ont quitté la table des négociations. Donc, négocier est une stratégie intelligente pour ces raisons. A. Il se peut que les Américains se montrent raisonnables. B. S'ils ne le sont pas, les Iraniens les exposent au monde entier comme étant incohérents, agressifs et formulant des exigences inacceptables pour tout pays souverain. Mais en même temps, les Iraniens se préparent à un éventuel conflit militaire. Je suis désolé de vous poser cette question, car ça me rend très très triste. Mais cela inclut-il des frappes sur votre capitale et vos grandes villes? Parce que si l'on regarde comment les États-Unis ont mené la guerre en Irak, ils ont immédiatement réduit en cendres les infrastructures civiles par des bombardements. Et nous voyons comment Israël, actuellement, n'a aucune limite ni contrainte dans son génocide à Gaza, bombardant toutes les infrastructures civiles, tout. Et une version massive de cela contre l'Iran signifierait peut-être même l'utilisation de missiles balistiques intercontinentaux, n'est-ce pas? Je veux dire, ce scénario de destruction totale et absolue, est-ce quelque chose qui traverse l'esprit? Est-ce que cela fait partie des réflexions en Iran? Il n'y a aucune illusion en Iran sur la barbarie du régime de Washington. Je veux dire, personne ici ne lit le New York Times ou le Washington Post en prenant au sérieux ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Les États-Unis et l'Occident en général se sont démasqués, c'est-à-dire l'establishment politique occidental, et ont montré qu'ils étaient les régimes les plus barbares et rétrogrades de la planète. Et les jeunes Américains, comme les jeunes Européens, se sont retournés contre cet establishment politique parce qu'ils voient ce qu'il fait, que ce soit à Gaza, car ce qui se passe à Gaza ne pourrait pas arriver sans le soutien de l'Occident. Le régime israélien, sans un soutien total,
ne tiendrait pas plus de quelques semaines. Toutes les munitions, toutes les armes, tous les financements, toute l'aide, toute la couverture politique viennent de l'Occident. Sans cela, il s'effondrerait dès demain, ou commencerait à s'effondrer à partir de demain. D'un autre côté, comme vous le soulignez, les Américains en Irak ont visé des cibles civiles. C'est ce qu'ils font au Yémen. Ils ne peuvent pas détruire les bases souterraines d'Ansarullah. Ils ont échoué. Ils l'admettent dans les médias occidentaux, je crois que c'est le Wall Street Journal qui l'a souligné. Alors, que font-ils? Ils bombardent les ports. Ils bombardent des ports civils. Et les médias occidentaux s'en excuseront et diront qu'il s'agit de camps, de bastions ou de bases d'Ansarullah, exactement comme ils l'ont fait au Liban. Lorsque les Israéliens bombardaient des cibles civiles à Beyrouth, j'y étais pendant la première semaine de la guerre. Et lorsque Saïd Hassan Nasrallah a été visé, j'étais littéralement, je pense, à moins de 1000 mètres. Quand ils ont bombardé des immeubles résidentiels, les journalistes des médias occidentaux basés au Liban qualifiaient ces lieux de bastions ou de bases du Hezbollah, alors même que leurs caméramens, leurs chauffeurs, leurs producteurs étaient presque tous libanais. Certains d'entre eux vivaient dans ces quartiers. Ils savaient très bien qu'ils visaient uniquement des bâtiments civils et tentaient de tuer des gens ordinaires pour faire pression sur le Hezbollah. C'est ce qu'ils font au Yémen. Nous le savons tous. Mais les médias occidentaux mentiront. Ils mentiront. Souvenez-vous au début du génocide à Gaza, lorsqu'ils ont bombardé l'hôpital, et que les médias occidentaux ont essayé de rejeter la faute sur la résistance en disant que des centaines de personnes avaient été tuées lors d'une attaque et qu'une de leurs roquettes avait été mal tirée. Nous savons tous qu'une petite roquette ne peut pas détruire un hôpital ou des parties d'un hôpital et tuer des centaines de personnes. Mais les médias occidentaux mentiraient parce qu'ils voulaient aider le régime israélien. Mais ensuite, nous les avons vus littéralement détruire tous les hôpitaux. Ils ont tué tous ces enfants dans les incubateurs. Ils les ont laissés là pour mourir. Mais maintenant, tout cela est banalisé. Ainsi, les médias occidentaux ont été démasqués. Tout le monde en Occident, les élites, ont été exposés. Et surtout, ils ont été exposés aux jeunes Européens et Américains qui protestent héroïquement. Juifs, chrétiens, musulmans, autres, des personnes de tous horizons. Ils voient la réalité. Donc oui, les Iraniens se préparent au pire. Ils se préparent à une agression. Mais la différence, c'est que l'Iran est très, très puissant. Il se prépare depuis 2 décennies. Il existe des bases souterraines à travers tout le pays. Et surtout, ces derniers mois, les Iraniens ont modernisé leurs missiles, leurs drones, leurs capacités antiaériennes et antimissiles, afin que le moment venu, ou si le moment vient, ils puissent frapper très fort et avec une grande précision. Et on espère que cela n'arrivera pas. Mais il ne faut jamais faire confiance au gouvernement américain, jamais faire confiance au régime israélien, et jamais faire confiance à un régime de l'OTAN, qu'il s'agisse d'Erdogan, qui a aidé les États-Unis avec l'opération Timber Sycamore, et du Qatar, qui est un voisin, ou de la Norvège et du Canada. Le fait est que l'OTAN et ses alliés régionaux sont prêts à tout. Comment la nouvelle relation, le traité de sécurité avec la Russie, influence-t-elle les calculs de l'Iran? Et vous savez le fait aussi que c'est maintenant Steve Witkoff qui a été chargé des deux, n'est-ce pas? Les négociations avec la Russie et avec l'Iran. Personnellement, je pense que c'est, je veux dire, aussi du côté américain, un calcul stratégique sur le plan diplomatique. Partagez-vous ce point de vue et comment évaluez-vous cette nouvelle relation? Eh bien, le simple fait que les médias persans appartenant à l'Occident, et il existe des dizaines de chaînes de télévision, des dizaines de médias en ligne
et littéralement des armées d'opérateurs en ligne travaillant depuis l'Albanie et d'autres endroits qui tentent de perturber la relation irano-russe, montre que l'Occident est très préoccupé par le renforcement des liens entre l'Iran et la Russie. Mais il ne s'agit pas seulement de l'Iran et de la Russie. Il s'agit aussi de l'Iran et de la Chine. Surtout, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir et le début de la guerre commerciale, la relation entre l'Iran et la Chine n'a cessé de se renforcer. Cela progresse beaucoup plus rapidement. La guerre par procuration en Ukraine, la guerre commerciale avec la Chine qui a commencé sous la première administration Trump, tous ces éléments ont servi de catalyseur pour accélérer la relation entre l'Iran, la Russie et la Chine à un rythme très soutenu. Et cette relation, bien sûr, est militaire. Elle comporte un volet militaire important. Mais elle est globale. Elle est économique. Elle est culturelle. L'aspect économique est probablement le plus important. Bien sûr, nous avons entendu parler du corridor de transport nord-sud. Celui-ci sera essentiel pour la future relation entre l'Iran et la Russie. Il facilitera grandement le commerce de la Russie sans qu'elle ait à traiter avec l'OTAN ni à avoir affaire à la Méditerranée. Ils peuvent commercer depuis le golfe Persique ou l'océan Indien vers l'Afrique, avec le sous-continent, avec l'Asie du Sud et avec la Russie, avec la Chine, avec les régions méridionales de la Chine. Il pourrait peut-être être moins coûteux pour certaines régions de la Russie de traiter avec la Chine via l'Iran. Cela dépend des calculs effectués par les entreprises. La relation irano-russe après l'Ukraine a complètement changé. La relation irano-chinoise a également changé de manière spectaculaire. C'est très intéressant. Bien que votre question portait sur la Russie, la Chine est connue pour être très lente à opérer des changements. Ces changements sont généralement très lents. Certaines personnes comparent la Chine à un super pétrolier lorsqu'elle veut changer de cap. C'est très lent. Mais ce que Trump a réussi à faire, c'est d'opérer un changement radical dans le processus de prise de décision à Pékin. La relation entre l'Iran et la Chine, qui n'a cessé de croître et de s'améliorer, avait vu les Chinois rester prudents en raison des sanctions américaines et des menaces proférées par les États-Unis. Il en allait de même avec la Russie, avant la guerre, par procuration en Ukraine. Mais après que la Russie a été sanctionnée, la relation avec l'Iran a évolué de manière spectaculaire. Et c'est la Russie qui recherchait l'Iran encore plus que les Iraniens ne cherchaient à améliorer leur relation avec la Russie. Désormais, la situation avec la Chine a elle aussi évolué de façon spectaculaire. Les Chinois constatent que les Américains se comportent de manière agressive et mènent une sorte de guerre. Ils mettent donc désormais cette prudence de côté, ce qui est très bénéfique pour l'Iran. Les relations de l'Iran avec le Sud global, la Russie, la Chine, l'Inde, les pays des BRICS et les pays du Sud global en général, la majorité mondiale, se sont rapidement améliorées. L'Occident est devenu de plus en plus isolé, surtout après la guerre commerciale et l'arrivée de Trump au pouvoir. C'est donc très positif pour l'Iran. Et comme vous l'avez sûrement vu, le ministre saoudien de la Défense, fils du roi, et bien sûr frère du probable futur roi, le prince héritier, s'est rendu en Iran, a apporté un message du roi et a rencontré l'ayatollah Khamenei. Cela, à mon avis, était très significatif. Cela montre donc, en général, les États-Unis, à cause de la guerre par procuration en Ukraine, de la guerre commerciale et des droits de douane, mais aussi à cause du génocide qu'ils poursuivent, ont vu leur image détruite. Leur crédibilité a été détruite. Les capacités militaires occidentales ne sont plus ce qu'elles étaient. Et leur comportement à la table des négociations sur les droits de douane, tout cela a considérablement affaibli la position des États-Unis à travers le monde, ainsi que celle de l'Occident en général, et bien sûr celle des Israéliens. Elle a été gravement affaiblie.
et la position de l'Iran s'est beaucoup renforcée. Ce n'est pas l'Iran qui est isolé. L'Iran entretient de très bonnes relations avec des pays puissants, des pays de la région et des pays voisins. Et les États-Unis ont des problèmes qu'ils n'avaient pas il y a 10 ans, en 2015, lorsque le JCPOA a été signé. Oui, donc d'une certaine manière, les 10 dernières années ont en fait renforcé la position de l'Iran. Je suis tout à fait d'accord. Mais l'une des choses que les États-Unis, désolé de vous interrompre, mais si vous lisez les médias occidentaux et si vous écoutez les think tanks occidentaux, l'Iran est à genoux. L'Iran est affaibli. L'Iran est. Mais si vous regardez les faits sur le terrain, si vous prenez du recul, si vous considérez la guerre commerciale, l'Ukraine, le génocide, il est évident que c'est l'Iran qui est en position de force, pas l'Occident. Mais les médias occidentaux, les think tanks occidentaux vivent dans une bulle. Cet exceptionnalisme et cet eurocentrisme dictent leur façon de penser, et ils sont incapables de faire face à la réalité. Ils semblent croire que nous sommes encore dans l'ancien monde, où ils étaient le centre de l'univers, et où ils pouvaient tout faire, qu'ils étaient en position de force. Alors qu'en réalité, quiconque sort de cette bulle voit bien que le monde d'aujourd'hui est très différent de ce qu'il était il y a 10 ans. C'est aussi une forme très étrange de problème psychologique de masse, où il y a ce besoin constant de tenir un double discours. Parce que d'un côté, l'Iran est la plus grande menace pour la sécurité que le monde ait jamais connue et dévorerait Israël dès demain si ce n'était pas pour les États-Unis. D'un autre côté, l'Iran est tellement faible qu'il s'effondrerait en 2 jours, n'est-ce pas? Il faut que ces deux choses soient vraies en même temps pour justifier ces politiques à plus long terme. Exactement. Exactement. Et ce n'est pas seulement l'Iran, d'ailleurs. On observe le même paradoxe avec la Chine et avec la Russie. Les Russes sont censés cannibaliser des machines à laver pour en extraire des puces. Ils sont désespérés. Mais d'un autre côté, ils vont envahir l'Europe. Ils vont conquérir l'Europe. Les Chinois, ils ont besoin d'un accord. Ils sont désespérés. Ils s'effondrent. Leur économie ne tiendra pas. Mais si on ne les repousse pas, les Chinois vont tout envahir. Dans le cas de la Chine, c'est un peu différent. En fait, seulement parce que les opposants de Trump veulent souligner qu'il a échoué dans la guerre commerciale. Mais malgré tout, le paradoxe avec la Chine existe. Les opposants de Trump, d'un côté, veulent le critiquer, mais de l'autre, ils ne veulent pas non plus donner l'impression que la Chine est forte. Ils se retrouvent donc dans une position très difficile aujourd'hui. Mais ce paradoxe demeure. C'est pourquoi les grands médias occidentaux sont complètement, totalement inutiles pour comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. La question que je me pose, et c'est peut-être la dernière, est la suivante. Quel type d'infrastructure mondiale l'Iran cherche-t-il le plus à aider à développer? Parce que vous avez particulièrement souffert de ces sanctions bancaires, puisque même les banques en dehors de l'Iran, y compris les banques chinoises, et ainsi de suite, refusaient de traiter avec l'Iran de peur d'être soumises à des sanctions secondaires, n'est-ce pas? Et cela a été un outil très très efficace et malveillant. Donc, un système bancaire alternatif est certainement l'une des infrastructures mondiales nécessaires. Quelles sont les autres infrastructures dont l'Iran, fort de son expérience, peut dire « Voilà ce dont nous avons besoin ». Eh bien, je pense qu'autrefois, il y a une dizaine d'années, c'était une question très difficile pour les Iraniens, car l'Iran était la seule grande puissance à être sanctionnée. Je veux dire, il y avait d'autres pays aussi, le Venezuela, Cuba, la Syrie, le Nicaragua, vous savez, surtout le Venezuela et Cuba, et d'autres pays dans cette région, en Afghanistan, en Irak encore. Les Américains contrôlent les finances irakiennes. C'est incroyable de voir à quel point ils refusent de lâcher prise, même si Saddam est mort depuis longtemps et que le gouvernement irakien est favorable aux États-Unis.
mais les Américains gardent l'argent de l'Irak. C'est incroyable de voir comment se comportent les empires et comment les médias occidentaux n'en disent rien. Mais maintenant, après la guerre en Ukraine, cela a changé. Et maintenant que la Russie a été ajoutée, et surtout après la guerre commerciale avec la Chine et le comportement agressif des États-Unis, les Chinois cherchent des moyens de se protéger. Les Russes, bien sûr, comme les Iraniens, cherchent des moyens de contourner les institutions financières occidentales et le dollar américain. Ainsi, l'équilibre des pouvoirs a changé. Et bien sûr, les grandes puissances cherchent une issue. Il y a maintenant les BRICS, bien sûr, comme vous l'avez sûrement évoqué à de nombreuses reprises dans votre émission. Tout cela est positif. Les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Mais au final, l'Iran n'attendra pas les BRICS, et la Russie ni la Chine non plus. Parce que des pays comme l'Inde ne sont pas forts lorsqu'il s'agit de s'opposer aux États-Unis. Des pays comme le Brésil sont très vulnérables face aux États-Unis. Donc, les BRICS ont leurs difficultés. Donc, l'Iran va bien sûr poursuivre son engagement au sein des BRICS. L'Iran en est désormais membre, tout comme il est membre de l'Organisation de coopération de Shanghai. Mais l'Iran et la Chine, l'Iran et la Russie, l'Iran et les pays voisins, ainsi que d'autres puissances, chercheront différentes manières de rendre le régime de sanctions imposé par les États-Unis moins efficace. Et nous avançons dans cette direction. Après tout, aujourd'hui, les États-Unis ont beaucoup moins de contrôle sur ce que fait l'Iran avec son pétrole qu'il y a 10 ans. Au cours des 3 dernières années, sous la présidence du défunt président Raisi, l'Iran a pu augmenter sa production pétrolière et vendre son pétrole. Et il continue de le faire aujourd'hui, même si Trump a imposé des sanctions secondaires à l'Iran. Mais l'Iran vend son pétrole et d'autres biens. Il est donc évident que les Iraniens trouvent des solutions, tout comme les Russes, les Chinois et d'autres pays, même s'ils ne s'en vantent pas forcément. Et je pense que, à mesure que nous avançons, et que les États-Unis continuent d'agir de manière déraisonnable, et que l'économie américaine se dirige vers des difficultés croissantes, et que l'Occident devient de plus en plus divisé de différentes manières, il va devenir de plus en plus populaire pour les pays du Sud global, la majorité mondiale, d'utiliser des mécanismes de commerce qui ne sont pas vulnérables aux États-Unis. Donc je suis optimiste quant à l'avenir, d'autant plus que la technologie a changé la donne. La technologie blockchain, l'IA, les différentes technologies qui existent aujourd'hui et qui sont en cours de développement, je pense qu'elles vont changer la nature du commerce mondial très rapidement. Et les institutions financières occidentales, avec ou sans sanctions, deviennent de plus en plus, elles finiront par, beaucoup le disent, devenir obsolètes. Même Trump Jr., il y a seulement quelques jours, je crois, disait que les banques occidentales deviendront obsolètes dans les années à venir si elles ne changent pas radicalement. Donc, je suis optimiste qu'avec les nouvelles technologies, avec le déplacement de l'équilibre des pouvoirs à travers le monde, et avec la motivation des pays ciblés par les États-Unis, ce qui inclut désormais presque tout le monde, y compris les Canadiens, les Européens et les Mexicains. Face à tous ces changements, les États-Unis ont en fait été le plus grand catalyseur pour éloigner le monde du dollar américain et des institutions financières contrôlées par les États-Unis. Il faudra peut-être un certain temps pour arriver là où nous voulons aller, mais il semble que nous allons dans cette direction, et nous voyons déjà des signes de succès. Oui, c'est pourquoi la chose la plus importante est d'éviter une guerre, car ces situations sont dévastatrices. J'espère que la situation restera stable et je vous remercie beaucoup pour votre temps. Professeur Marandi, si les gens souhaitent lire vos travaux, doivent-ils se rendre sur une page particulière où vous publiez vos écrits?
Pas vraiment. Je veux dire, j'avais un compte Facebook. Le monde libre l'a supprimé pour moi. Et j'avais un compte Instagram. Et le monde civilisé l'a supprimé aussi. Maintenant, il me reste que mon compte Twitter, qui est sans aucun doute en shadow ban. Mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. Je mettrai ce lien ci-dessous. Et tout le monde, le professeur Marandi, intervient heureusement sur de nombreuses chaînes. Nous vous remercions beaucoup pour votre analyse. Merci, professeur Marandi. Et je vous remercie de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Et j'espère que vous et votre public allez tous très bien. Pareillement. À la prochaine.